Bonjour à tous et bienvenue dans les conversations francs-tireurs. Je reçois Muriel Reus. Nous allons converser ensemble sur les femmes, les violences faites aux femmes, les violences conjugales, les violences au sein de l'entreprise. Muriel Reus est l'une des victimes de Patrick Poivre d'Arvor. Nous allons parler de son histoire, mais pas seulement. À tout de suite. Bonjour Muriel. Bonjour Yasmina. Vous vous appelez Muriel Reus. Je suis ravie que vous soyez mon invitée aujourd'hui. On est au mois de mars et on va pouvoir parler des femmes ensemble. Vous êtes présidente fondatrice de Femmes avec. Vous avez aussi eu de nombreux postes intéressants, de pouvoir, et en tant que femme, vous allez pouvoir nous en parler. On vous connaît aussi parce que vous avez subi une agression de la part de Patrick Poivre d'Arvor, quelque chose dont vous avez parlé au mois de décembre. Et donc, on va pouvoir évoquer votre rapport aux professionnels, aux femmes, aux hommes, pendant quelques minutes ensemble. D'abord, je voudrais faire un état des lieux parce que souvent on a le sentiment que les chiffres, c'est quelque chose d'un peu nébuleux. Mais c'est important de parler des chiffres avec vous. Vous en avez là à nous apporter. Il y a déjà, depuis le début de l'année, un peu trop de féminicides. Et si on reprend les premiers jours du mois de janvier, il y en avait 3 au 3 janvier. Donc c'est énorme. Donc je voulais parler avec vous de ça, des chiffres. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui sensibiliser une population avec des données chiffrées? Alors, les chiffres, c'est important parce que c'est un curseur. Hein, ça permet de mettre la barre sur des évolutions ou des régressions. Alors, en France, on analyse des chiffres depuis pas si longtemps que ça. Ce qu'on sait, c'est que, parce que c'est publié de façon officielle, et ça remonte des services de gendarmerie et de police, on sait qu'en moyenne, il y a entre 120 et 150 féminicides par an, on va dire, et que, par exemple, les témoignages, les déclarations de violences conjugales, c'est à peu près 200 000 personnes, hein, 200, 220 000 personnes, enfin ça varie selon les sources, et c'est assez difficile d'avoir des chiffres parfaitement exacts, toujours au même tempo. Vous l'avez dit, 3 féminicides le 3 janvier, c'est inacceptable, encore une fois. On progresse. Ce qui a beaucoup changé, c'est la libération de la parole. Alors, est-ce qu'on a plus de déclarations? Est-ce que le nombre de déclarations en constante augmentation correspond à une réalité d'augmentation des violences, ou est-ce que ça correspond à une augmentation de la parole des femmes et des hommes qui sont aussi victimes de violences? Ça, on ne sait pas le dire. On ne sait pas le dire. La certitude, c'est qu'effectivement, on en parle davantage, donc ça a libéré un peu plus les victimes pour qu'elles aillent porter plainte, ou en tout cas pour qu'elles émettent et qu'elles témoignent du fait d'avoir été victimes. Mais c'est encore très insuffisant, parce que vous voyez, si on regarde un petit peu les chiffres dans le détail, seulement 40% des femmes acceptent de parler des violences qu'elles ont subies ou qu'elles subissent. C'est très très peu. Et seuls 18% des femmes portent plainte. Donc il y a toujours encore, si vous voulez, même si l'écoute s'est améliorée, il y a encore cette fracture, cette difficulté à aller dans un commissariat et une gendarmerie pour porter plainte. C'est encore extrêmement compliqué. C'est lié à beaucoup de choses. Et c'est lié aussi au fait que quand on est victime de violence, les statistiques, c'est 7 allers-retours avant vraiment, entre le moment où on décide de partir et le moment où on part. Donc, c'est jamais très très simple. D'abord, de s'avouer qu'on est victime de violence, 2, de l'avouer aux autres, 3, d'aller porter plainte, et finalement de décider vraiment de quitter son agresseur. Oui, tout à fait, d'autant qu'il y a aussi un déni, un très beau documentaire que vous avez produit avec AJP, qui s'appelle « En finir avec ces mots ». Et à l'intérieur de ce documentaire, on entend très bien, il y a une très belle scénographie d'un couple qui danse pour nous faire entendre que le lien est là et que le lien est fort, mais qu'il y a des hommes qui sont aussi dans le déni. Et donc tant que les hommes sont aussi dans le déni, c'est compliqué pour une femme de faire entendre à l'autre qu'il est violent. Donc c'est encore plus difficile de prendre la parole. C'est ce que j'ai ressenti en voyant justement votre documentaire. Et la situation des hommes est complexe. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans ce documentaire, on a voulu donner la parole à des centres de traitement des hommes victimes de violences. Il y a à Arras, un centre
qui s'occupe effectivement traiter, d'analyser les comportements et de faire prendre conscience aux hommes de la gravité de leurs faits. Ouais. Ces centres-là vont être généralisés en France. Il y a 7 ouvertures qui sont prévues. C'est extrêmement important de traiter les hommes et de ne pas considérer que la problématique, même si 80% des femmes sont-elles victimes de violences dans les chiffres qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est très important de traiter la problématique à la source, c'est-à-dire effectivement les hommes violents. Oui, qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils ne continuent pas à être violents et qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils prennent pleinement conscience de la réalité de leurs actes? Oui, tout à fait, parce que pour une femme, du coup, aller parler, elle n'aura pas le sentiment d'être dans un monde de muets qui ne l'entend pas, y compris au niveau de son intimité. Donc y aller faire un travail ensemble, comme vous le dites, c'est très difficile, c'est cet aller-retour pour partir, parce que souvent les femmes se disent « il ne s'en rend pas compte, il n'est pas conscient, ça va passer ». Alors elles peuvent se dire ça, et puis aussi elles se disent souvent qu'elles ne sont pas victimes. Oui, le statut de victime est difficile à accepter. Le statut de victime est difficile, et puis il y a souvent chez les victimes, une forme de culpabilité, une façon de se dire en fait c'est ma faute, je n'ai pas été à la hauteur, je n'ai pas compris ce qu'il me demandait, en fait il me frappe mais il m'aime, non, moi je ne suis pas une victime et je vais me sortir de cette situation. Ça on le rencontre fréquemment dans les victimes de violences conjugales. Mais la vie change quand on devient une victime, le regard des autres. Quand on avoue qu'on a été victime de violences conjugales ou de violences psychologiques ou de violences sexuelles, le regard des autres peut changer. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, il y a une évolution dans ce regard. Il est davantage attentif. La prise de parole et l'écoute sur la parole a énormément évolué. On a encore des progrès à faire. Parce qu'évidemment, il y a toujours des réfractaires, ceux qui vous disent que en fait, les femmes l'ont cherché, pourquoi est-ce qu'elle s'est habillée comme ça, pourquoi est-ce qu'elle a mis une jupe, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas crié quand elle ne s'est pas débattue, pourquoi elle n'a pas dénoncé plus vite son agresseur. Donc, il faut déconstruire absolument tous ces préjugés. C'est un énorme travail de changement de comportement et de changement des perceptions. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les progrès des sciences comportementales nous font comprendre l'importance de la mémoire traumatique, l'importance du temps, de la sidération, etc. Donc tout ça participe d'une forme de progrès, Justement, on a des responsabilités, et vous le dites très bien, il y a aussi une responsabilité étatique. Qu'est-ce que c'était important pour le mandat d'Emmanuel Macron? On arrive à son terme. La cause des femmes devait avoir une place très importante. Le mandat a été empêché par des tas de choses, et on le sait bien, y compris la pandémie. Qu'est-ce qui a été fait, selon vous, de positif sur cette question? Alors, ça a été la première cause de son quinquennat, la grande cause de son quinquennat. Donc déjà, il faut saluer cette prise de conscience, parce que il y a plusieurs choses. Moi, je pense que dans les évolutions sociétales, il y a d'abord une coopération homme-femme qui est indispensable. Il faut qu'ensemble, nous prenions conscience de la société que l'on veut construire et des évolutions qui doivent participer à cette construction d'une nouvelle société. Et puis, il y a la loi, il y a l'État, et ça, c'est fondamental, parce que les choses évoluent aussi, parce que les lois changent. Donc déjà, le fait d'avoir décidé que c'était une cause nationale, c'est déjà important. Alors, qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Une chose importante pour moi, c'est la formation des nouveaux policiers et des nouveaux gendarmes. Aujourd'hui, tous les nouveaux policiers et tous les nouveaux gendarmes ont des cycles de formation sur le traitement des violences et sur la prise de parole des femmes qui sont victimes et des hommes qui sont victimes de violences conjugales, sexuelles ou psychologiques. Donc ça, c'est important. Ce qui a changé aussi, c'est l'ouverture des maisons de confiance et des maisons de famille. Il y a 53 maisons de confiance des familles qui ont été ouvertes par la Gendarmerie nationale, partout en France. Et c'est important parce que c'est un lieu unique de traitement des signalements. Dans ces mêmes lieux, vous avez des psychologues, vous avez des sociologues, vous avez des assistantes sociales, et puis des policiers et des gendarmes qui prennent en compte vos déclarations.
Ce qui a changé aussi, qui est en expérimentation aujourd'hui, c'est qu'il y a un système qui s'appelle Ubiquiti, qui est géré par la gendarmerie et qui permet de prendre vos plaintes à domicile. Ah oui, en effet. Vous n'aurez plus besoin d'aller en gendarmerie, par exemple, pour déclarer les violences. Vous pourrez le faire chez vous. Donc ça change beaucoup de choses. Ça. Oui, on est chez soi, la parole peut se libérer plus facilement. On est dans un cadre que l'on connaît, dans un cadre de confiance. Et ça, c'est important. Donc voilà, toutes ces choses-là ont été mises en place, elles fonctionnent plutôt bien. Évidemment, il y a toujours, l'élément qui fait que, dont la presse parle et qui fait que, effectivement, on n'a pas posé la bonne question, on n'a pas écouté correctement. Voilà. On a des progrès à faire, on a à se rapprocher d'un pays qui est l'Espagne, qui lui a vraiment, où il y a une volonté politique très très forte. On a besoin d'avoir des tribunaux spécialisés, parce qu'on n'en les a pas aujourd'hui, avec des gens et des magistrats formés et compétents sur ce type de problématique. Ça, on n'y est pas encore. Moi, je trouve qu'on a un progrès énorme à faire sur les bracelets anti-rapprochement, parce que d'abord, il y en a beaucoup moins que des dépôts de plaintes. De plaintes, bien sûr. Voilà, il y en a beaucoup moins. Et puis surtout, il faut le consentement au civil, il faut le consentement de l'agresseur. Donc demander à un agresseur s'il est d'accord pour porter un bracelet anti-rapprochement, c'est compliqué. En Espagne, on n'a pas besoin de consentement. En France, il y a toujours ce respect de la liberté individuelle qui fait qu'on est obligé de demander. On a besoin de développer davantage les téléphones grave danger. Donc il reste des choses à faire. Et puis, ce qui serait formidable, ce serait d'avoir, comme en Espagne, une personne qui suive le process du début à la fin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous portez plainte jusqu'à l'issue du traitement juridique, vous parlez à la même personne. Parce que sinon, ça vous oblige à recommencer à chaque fois votre histoire. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour des victimes de raconter ce qu'elles ont subi. Bien sûr. Vous faites une belle transition pour arriver à votre cas personnel et votre histoire. Au mois de décembre, vous aviez indiqué, et vous avez eu le courage de parler et de dire que une sommité journalistique qui est Patrick Poivre d'Arvor vous avez agressé. C'est intéressant de voir ce que vous avez pu dire au moment de l'agression pour éviter le pire. Et pour ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent, est-ce qu'il y a un profil, des mots à dire? Est-ce que la sidération est obligatoire? Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on peut préméditer en avance ce qu'on va dire dans cette situation? Comment vous êtes-vous sorti de cette affaire? Vous avez parlé et en même temps, on se dit qu'est-ce que je pourrais faire, moi, à sa place, à ce moment-là? Est-ce que je n'aurais pas simplement peur et que je ne dirais rien? Vous avez parlé. C'est compliqué de dire ce qu'on va faire parce qu'une agression, on ne s'y attend pas. Voilà. Donc quand elle arrive, on est confronté à quelque chose qui est terriblement surprenant et parfois, au-delà de la surprise, qui est très agressif. Bon, moi, j'ai été victime. J'ai été, comment dire, oui, il y a eu une tentative, c'est qualifié comme une agression sexuelle. Ce qui est pire, ce qui est terrible, c'est les femmes qui ont été violées. Tout à fait. Mais parce que vous avez parlé, vous avez réussi à le dissuader. Donc l'idée de la victime, c'est d'être agressée. C'est le début. Oui. Il se dirige vers vous, il se déshabille et vous lui dites attention, on a des amis en commun, je connais très bien Monsieur Lelay, tu connais mes rapports avec lui, donc attention. Voilà. Et puis j'ai une position ici. Et il a reculé. Donc, oui, dans mon cas, c'est ce qui s'est passé. Dès cet instant, pour moi, vous êtes victime d'agression. Oui, dans mon cas, c'est ce qui s'est passé. Effectivement, le fait que je lui rappelle mes liens avec la direction et la présidence de TF1 et l'a arrêté net. Après, ça dépend de la psychologie de l'agresseur. Dans ce cas-là, ça a fonctionné. Peut-être que ça n'aurait jamais fonctionné avec un agresseur différent. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Il y a des comportements. C'est très difficile d'être agressé. Ça dépend de votre psychologie, de votre capacité à réagir, de votre capacité à vous défendre. Il y a le phénomène de sidération dont on parle beaucoup aujourd'hui, parce qu'on a compris ce que ça voulait dire que la sidération. D'ailleurs, j'invite tout le monde à regarder The Morning Show, qui est une formidable démonstration de la sidération, qui est très intelligente, une série très intelligente, qui raconte, alors dans l'univers des médias bien sûr, mais ça pourrait arriver dans n'importe quel autre univers professionnel, qui raconte parfaitement ce qui peut se passer dans la tête d'un individu, homme ou femme, qui subit ce type d'agression. Donc voilà, alors quand c'est votre chef, quand c'est votre boss, quand c'est quelqu'un dont vous dépendez économiquement, c'est encore plus
compliqué. Vous voyez, la réaction est encore plus difficile. Voilà, il y a je ne sais pas, il n'y a pas de recette. Oui, on ne peut pas à froid comme ça se dire, moi je ferai ça. Il n'y a pas de recette, non, parce que quand ça vous arrive, ça dépend du moment où ça vous arrive, de votre état d'esprit, de votre psychologie, de la façon dont vous avez vécu votre journée. Donc tous ces éléments entrent en ligne de considération. Et c'est très important pour ne pas culpabiliser de ne pas avoir agi comme une telle ou un tel, parce que nombreuses sont celles qui prennent la parole aujourd'hui. Oui. On pourrait avoir tendance, et c'est pour ça que je vous pose ces questions-là, à se comparer, à dire « elle l'a fait, donc je pourrais le faire, si je ne l'ai pas fait, c'est que vraiment, peut-être que je le méritais ». C'est pour ça que c'est important de dire ça. Ce que vous dites là, Yasmina, est extrêmement important. Moi, qui au sein de Femmes avec, vois beaucoup de victimes, forcément, puisque c'est un des objectifs de cette association, d'accompagner les victimes, je me rends compte que cette culpabilité, elle intervient tout le temps dans la prise de parole des femmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle dit toujours « mais j'aurais dû agir différemment, j'aurais dû peut-être résister ». Il y a toujours ce phénomène qui revient. Non, on ne peut pas se le reprocher. C'est pas elle l'agresseur. Il n'y a pas de reproche à avoir dans une situation qu'on subit. Il y a juste à comment je m'en sors, comment la parole peut m'aider à me sortir de cette situation, de cette peut-être culpabilité, comment je redeviens active dans mon statut qui est un statut de victime. Oui, voilà. Tout à fait. Et ça demande du temps. Que le statut ne vous écrase pas. Voilà, que le statut ne vous écrase pas. Ça demande du temps, ça demande de l'accompagnement, beaucoup. Moi, je crois que ce qui est fondamental, c'est l'accompagnement. L'accompagnement pour la prise de parole, l'accompagnement pour la restructuration, l'accompagnement pour retrouver une confiance en soi, pour retrouver ses fondamentaux, pour retrouver son intégrité, parce que c'est son intégrité qui a été attaquée. Donc l'accompagnement est vraiment très très important. C'est ce que vous faites au sein de Femmes avec. Oui. Qu'est-ce que Femmes avec? Vous l'avez créé à quel moment? Et voilà, qu'est-ce que vous comptez apporter et qu'est-ce que vous avez déjà apporté à ces femmes et à ces hommes aussi? Alors Femmes avec, ça a été créé il y a maintenant 4 ans, un peu plus de 4 ans. C'est une association qui défend la liberté et les droits des femmes, qui s'attache à traiter toutes les formes d'inégalité. Les violences est une des formes d'inégalité les plus criantes, on va dire, du statut femme-homme. Donc Femmes avec, ça traite toutes les formes de violence, ça travaille sur les inégalités, il y a un focus très particulier sur les familles monoparentales qui sont au nombre de 1,8 million en France et dont 80% des chefs de famille sont des femmes. Et on a, alors dernièrement, avec un partenaire qui est une association d'assurés, AJP, avec qui d'ailleurs nous avons produit ce documentaire, on a mis en place, pour en finir avec les mots, on a mis en place une solution qui est très intéressante, qui est inédite et qui est pluridisciplinaire. La lutte contre les violences, ça doit être pluridisciplinaire. On a créé une solution dont bénéficient aujourd'hui plus de 440 000 personnes qui sont titulaires d'un contrat de prévoyance ou de santé, qui permet au travers d'un numéro unique, ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, de pouvoir avoir des conversations avec des psychologues cliniciens formés, sans limitation de temps et de durée, une prise en charge à hauteur de 15 000 € des frais juridiques et une prise en charge des premiers arrêts de travail, des ITT, dès le premier jour. Très bien. Donc ça, c'est une solution complètement inédite en France. Et Femmes avec peut le proposer d'ailleurs, le propose d'ailleurs maintenant gratuitement aux personnes qui en font la demande au travers de Femmes avec. Donc nous sommes en mesure, si vous voulez, d'apporter cet accompagnement psychologique, juridique, au travers d'une ligne dédiée, ouverte 24 heures sur 24, pour aider les victimes de violences intrafamiliales. Ouais, ça c'est super, et il y a plein de choses que vous faites. Il y a aussi la volonté de certaines associations en Espagne notamment de demander 1 milliard de budget pour aider les associations. Le budget français n'en est pas du tout là, c'est 50 millions. Donc est-ce que la plainte hors les murs, c'est quelque chose qui pourrait séduire une association comme la vôtre? On sait aujourd'hui que, vous en parliez très bien tout à l'heure, quand on porte plainte, le personnel en face de nous n'est pas forcément formé à cette écoute-là, même si ça va mieux. Est-ce que sortir la plainte du système judiciaire ou policier et l'amener dans les associations, ça demanderait une formation juridique de la part
des gens qui travaillent avec vous, mais est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ça me paraît compliqué parce que ça me paraît un tout petit peu compliqué. Ça dépend des associations. Il y en a certaines qui sont organisées pour pouvoir le faire. Ce qui est à l'étude aujourd'hui, c'est de sortir les plaintes, par exemple, de pouvoir les prendre dans le milieu hospitalier. Oui. Ça, je pense que c'est une bonne idée parce qu'il pourrait y avoir une délégation dans les milieux hospitaliers pour pouvoir accepter les plaintes. L'accompagnement des associations pour aller déposer plainte dans les commissariats ou les gendarmeries, ça c'est quelque chose que les associations font et elles doivent être aidées pour le faire davantage et mieux. D'accord, très bien. Voilà. Donc, et il y a le système dont je vous parlais tout à l'heure, effectivement, où un gendarme aujourd'hui peut venir chez vous avec son ordinateur et prendre votre plainte, qui va sûrement se généraliser. Oui, donc bien ça, sûr. Ça me paraît important. Oui, parce qu'on a compris, est-ce que vous estimez qu'il y a vraiment une différence d'attitude et d'évolution des mentalités depuis, par exemple, le MeToo? Mais on a compris qu'en effet, c'était important d'avoir un endroit pour pouvoir parler avec confiance. Est-ce que pour vous, il y a eu une fracture à ce moment-là? Ou est-ce que c'est une suite logique de notre histoire? Il y a une évolution, évolution certaine. Je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, d'abord parce que les médias se sont emparés de ce sujet, les associations également, donc il y a une évolution certaine sur le fait que la parole des femmes, d'abord, doit être entendue, et deux, doit être prise en considération. Ça n'exclut pas les phénomènes de double peine dont on a parlé régulièrement l'année dernière, ça n'exclut pas les écarts de langage, ça n'exclut pas les comportements inadaptés de certains qui existent, qui sont maintenant quand même très largement répréhendés. Quand ils remontent sur les organisations compétentes. Oui, il y a une évolution. Il y a une évolution, mais toute cette évolution, vous voyez, comme les tribunaux, ça demande des moyens. Les magistrats sont débordés par les affaires. Ils ne sont pas spécialisés sur les violences, donc ils traitent les violences, mais ils traitent aussi tout un tas d'autres problématiques. Donc ça demande effectivement des tribunaux spécialisés. C'est quelque chose qui est demandé par les associations, qui sera demandé par les victimes d'ailleurs aussi, et qui devrait exister, qui devrait être mise en place. Ça me paraît être une étape totalement importante et indispensable du processus. Il y a aussi une question que j'avais posée sur la lexicologie et la façon dont on utilise nos mots en ce moment. Alors il y a beaucoup ce MeToo qui est un peu anglais, bien sûr, et complètement anglais d'ailleurs. Et si on revient sur un lexique plus français, on parle de crime passionnel ou de féminicide. Alors déjà, quel est votre point de vue sur le mot féminicide qui pose question pour certaines personnes? Et est-ce que crime passionnel, ce n'est pas une façon de banaliser et que justement, parce qu'il y a une évolution des mentalités, c'est quelque chose qu'on emploie un peu moins maintenant? On peut se poser des questions sur le lexique. Moi, je trouve que féminicide, ça a au moins le mérite de préciser concrètement la situation. Alors en France, un féminicide, c'est dans le cadre de violences conjugales, c'est un acte commis par un conjoint ou un ex-conjoint au domicile conjugal. Donc c'est comme ça qu'on le qualifie en France. En Espagne, il y a une évolution très très nette depuis le début de l'année. L'Espagne a décidé de mettre dans les féminicides non plus seulement les meurtres commis entre conjoints ou ex-conjoints, mais de qualifier maintenant aussi de féminicide les meurtres familiaux, c'est-à-dire un meurtre qui serait commis par un membre de la famille, qui n'est pas un conjoint ou un ex-conjoint, et de mettre aussi les meurtres sociaux dans la définition du féminicide. C'est-à-dire que ça a élargi considérablement, et ça va faire d'ailleurs augmenter les statistiques et les nombres de meurtres commis. Donc ça élargit considérablement le lexique. C'est très intéressant ce que fait l'Espagne, de considérer qu'un féminicide, ce n'est pas simplement entre un conjoint et un ex-conjoint. Donc peut-être qu'on sera à même de construire cette évolution en France aussi. Voilà, donc ça c'est important, oui, de qualifier aujourd'hui par des mots qui ont été intégrés par l'ensemble de la communauté et de la société. Oui. Moi, je ne reviendrai pas là-dessus. Je pense qu'il y a d'autres combats à mener. Oui, voilà, bien sûr, complètement. Il y a des combats à mener sur les budgets, il y a des combats à mener sur l'éducation, il y a des combats à mener sur la formation, sur la sensibilisation. Ça me paraît plus important. Tout à fait. Justement, à propos de l'éducation, il faut pouvoir intervenir assez tôt auprès des enfants. Comment est-ce que, selon vous,
un État responsable peut agir pour faire de cette cause, au-delà d'une cause nationale, quelque chose de fondamental? C'est extrêmement important l'éducation. C'est du même registre que ce que j'évoquais tout à l'heure sur le traitement des hommes qui ont commis des actes de violence. C'est l'éducation qui changera les choses. Alors c'est vrai que les jeunes aujourd'hui sont confrontés à des scènes de violence permanentes, ils sont sur les réseaux sociaux comme on le sait, ils regardent des films pornographiques très très souvent. Leur éducation à la sexualité passe par ces réseaux-là et ces canaux-là. C'est peut-être pas la meilleure façon de les éduquer à l'égalité. Il y a énormément de travail à faire au niveau de l'éducation. Moi, je pense que dès le premier âge, on a besoin d'aller confronter les petites filles et les petits garçons sur ces sujets d'égalité. On n'a qu'à voir dans les cours des écoles comment ça se passe. Les garçons jouent au foot, les petites filles sont en retrait. Donc, même sur ces éléments-là, il y a un rôle éducatif énorme qui serait de placer... De faire comprendre que ça veut dire que l'égalité entre femmes et hommes. Des figures tutélaires aussi. On se rend compte que quand on regarde attentivement les lexiques et les manuels scolaires, on se rend compte que les femmes occupent très peu de place. En dehors de Marie Curie, voilà, il y a très très peu de figures tutélaires qui sont dans les livres scolaires. Donc on a besoin de remettre en place ce genre de choses. Il faudrait que les femmes existent au même titre que les hommes dans les grandes dates de l'histoire, dans les fresques historiques. Dernièrement, je discutais avec une prof d'école et elle me disait qu'ils avaient reçu des grandes fresques pour déterminer et pour apprendre aux élèves les différentes nationalités dans le monde entier, que toutes les nationalités et les races étaient représentées en termes de couleur, de peau, et que tout cela était représenté que par des hommes. Il n'y avait pas une seule femme dans la fresque. Et donc, elle avait été tellement surprise qu'elle avait demandé aux enfants, mais est-ce que quelque chose vous choque dans cette image? Et même les enfants n'ont pas réagi à cette représentation, cette surreprésentation totalement masculine. Donc vous voyez, on a, oui bien sûr que l'éducation c'est fondamental. On devrait avoir des cours à l'école sur l'émotion, le traitement de l'émotion, sur la confiance, parce que la confiance c'est aussi une part très importante de la réaction que l'on pourrait avoir face à des agressions. Quand vous avez confiance en vous, je ne dis pas que ça supprime l'agression, en tout cas, mais ça vous donne peut-être une composante supplémentaire pour pouvoir réagir et interréagir. Oui, c'est donner des clés, des outils, et c'est le moment d'en parler parce qu'on sent bien que depuis 2-3 ans, il y a une libération de la parole qui s'est faite, vous l'avez dit tout à l'heure, que ce soit Madame Kouchner ou d'autres, on a vraiment eu, ou Madame Springora, la possibilité d'entendre les récits des autres. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est trop, qu'il faut un juste milieu, que ça peut desservir la cause? On est là à quelques jours de la Journée internationale des femmes. Quel est votre regard là-dessus? Non, c'est pas trop. Ça ne sera jamais trop. Ça ne sera jamais trop quand vous voyez qu'aux États-Unis, le droit à l'avortement dans certains États est remis en question, comme il l'est en Pologne, comme il l'est en Russie, etc. Non, c'est jamais trop. C'est jamais trop parce que le combat des femmes, leur liberté, leurs droits, c'est un combat de tous les instants. Moi, je pense qu'il ne faut rien lâcher, évidemment. Il faut le faire avec mesure, il faut le faire avec analyse, il faut le faire avec détermination. Il faut le faire en mixité, c'est-à-dire avec les hommes. Donc oui, non, ça ne sera pas trop. Ça n'est jamais trop. Donc, puis quand on a connu un déni si longtemps, c'est normal qu'il y ait une avalanche d'un coup. Oui, c'est-à-dire que là, les affaires se multiplient parce qu'effectivement, les femmes et les victimes ont compris qu'elles pouvaient parler et que les femmes célèbres, ou en tout cas qui ont l'écoute des médias, l'ont fait, eh bien, elles peuvent aussi et également le faire. Et il faut les encourager à le faire. Bien sûr. Il faut encourager les femmes à sortir de cette forme de dépendance qui est inacceptable. Et il faut aussi donner quelques clés aux femmes qui décident de partir. Ça se prépare un départ. Par exemple, il faudrait ne jamais annoncer dans une pièce fermée, sans échappatoire, comme une porte ou une fenêtre, à un homme violent qu'on décide de le quitter, puisque la plupart des féminicides se produisent quand on annonce que l'on part. Quand on veut partir. Il faudrait également dire aux femmes qu'elles doivent faire des photocopies de leur passeport, de leur carte d'identité, qu'elles doivent avoir un compte
ouverts à leur nom, qu'elles doivent prévenir leur entourage aussi, qu'elles ne doivent pas donner leur numéro de téléphone de façon libre, parce qu'un agresseur peut toujours retrouver sa victime. Il faut leur dire aussi de déconnecter les téléphones quand elles décident de partir, et même les jeux électroniques de leurs enfants, Très bien. parce qu'elles peuvent être poursuivies par leur agresseur avec ces outils-là. Donc il y a des clés comme ça qu'on peut donner, si vous voulez, aux victimes pour les accompagner dans un départ qui sera le moins difficile possible. Oui. Et le fait d'avoir parlé de votre histoire, de votre agression, aujourd'hui, vous vous sentez... il y a le statut de victime qui se pose sur vous, mais est-ce qu'il n'y a pas, plus elles parlent et plus elles sont nombreuses, quelque chose qui vient rééquilibrer, c'est-à-dire maintenant on fait partie en gros de la même bande et on se serre les coudes et on n'a plus le sentiment d'être regardé bizarrement. Est-ce que ça Alors vous moi, amène pas ça? moi, j'ai pas le sentiment d'avoir été victime. Je me suis Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Alors que quand j'écoute votre histoire... Oui, parce qu'il y a eu, d'abord, c'est une situation dans un cadre professionnel que je n'avais pas du tout, envisagée. 2, j'ai réagi automatiquement. 3, j'en ai parlé dès le lendemain aux autorités qui auraient dû agir et qui ne l'ont pas fait. Et ça, c'est vraiment très dommageable. C'est dommageable pour plusieurs raisons, d'ailleurs, parce que si quelqu'un avait agi, peut-être qu'il n'y aurait pas eu d'autres victimes ensuite et par la suite. Et d'ailleurs, sur l'idée de la culture du viol en entreprise, là-dessus, quel est votre regard? Parce que pour le coup, beaucoup peuvent dire que ça n'existe pas, que c'est un fantasme, la culture du viol, c'est quelque chose qui existe. Bien sûr que ça existe, voilà. Bien sûr. Non, c'est pas du tout un fantasme, la culture du viol. Vous l'avez vécu? Moi, je n'ai pas vécu de viol, mais non, bien sûr, mais le fait qu'il y ait une culture... Aujourd'hui, il y a 23 plaintes, il y a 23 témoignages tout à fait. Sur cette histoire-là. Donc, des femmes qui ne se connaissaient pas, qui racontent toute la même histoire. Donc, si vous voulez, oui, bien sûr qu'il y a... alors, je ne sais pas s'il y a une culture du viol, mais en tout cas, ça s'est passé de cette façon-là. Et quand vous entendez cet individu qui dit aujourd'hui, dans son témoignage, que quand on lui pose la question en disant « mais vous avez eu des relations sexuelles dans votre bureau, est-ce que ça vous paraît normal ?» Et il répond au major « oui, ça ne m'a pas choqué d'avoir des relations sexuelles dans mon bureau ». Enfin, vous voyez, on marche un petit peu sur la tête. Oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, oui, les entreprises... Je crois que les entreprises, avec cette libération de la parole et tous ces témoignages, ont pris la pleine mesure de ce qui ne devait surtout pas exister en entreprise. Bien sûr. Tout le monde sait, mais personne ne dit. Ça, c'est quelque chose qui, grâce à votre témoignage, on se rend compte... Alors là, vous parlez TF1 ou vous parlez dans l'entreprise généralement? En partant de votre histoire pour TF1, qui est une immense structure connue et connue de tous, qui doit être normalement encore plus exemplaire que les autres parce que pour le coup elle a pignon sur rue. Tout le monde savait et personne n'a réagi et le lendemain vous avez été voir les instances comme vous l'avez dit et je crois que la direction a dit « ah bon, il a aussi osé avec vous ?» Oui, avec toi. Oui. Voilà, c'est la preuve qu'il savait. Et donc en partant de cette entreprise qui a pignon sur rue, qui doit être un exemple, un regard plus large sur les entreprises, comment est-ce qu'elles fonctionnent, comment est-ce qu'elles devraient fonctionner pour aussi être à l'écoute, que ce soit à la DRH, formée pour pouvoir entendre et ne plus être invisibilisée. Alors, entendons-nous, sur TF1, tout le monde savait. Alors, je pense que personne ne savait qu'il y avait des viols. Très bien, c'est important. Ça, c'est quand même très important. Je pense que les gens savaient qu'il y avait des comportements inadaptés. D'accord. Les comportements inadaptés qu'on a qualifiés de drague lourde. Mais personne ne s'est interrogé sur ce que ça voulait dire, drague lourde. Personne ne s'est interrogé sur la nécessité d'un consentement au petit bisou dans le cou, par exemple. Oui. Puisque lui-même a avoué qu'il faisait des petits bisous dans le cou. Et que c'était rien. Un patron ou un journaliste ou une autorité, quelle qu'elle soit, peut se permettre de faire des petits bisous dans le cou à des collaborateurs. Enfin, déjà, là, il y a dysfonctionnement. Donc, on aurait dû, là, si vous voulez, c'est clair qu'il aurait fallu s'interroger. Bon, voilà, ça c'est très important. Aujourd'hui, dans les entreprises, moi je le vois bien parce que j'interviens dans un certain nombre d'entre elles, il y a des référents qui ont été nommés. Il y a des assistantes sociales qui existent, qui sont là et qui peuvent prendre en compte des phénomènes d'agression ou de violence. Le sexisme en entreprise, ça a existé, ça existe toujours. Aujourd'hui, il y a des départements d'inclusion et de diversité dans les boîtes, pratiquement toutes les grosses structures en ont. Et donc,
il y a une vigilance certaine pour que ça ne se produise plus. On a des guides des comportements inadaptés qui sont diffusés, il y a des entreprises qui affichent les numéros contre les violences conjugales, contre les violences intrafamiliales. Il y a une prise de conscience certaine. Oui. Alors après, jusqu'où l'entreprise va, jusqu'où elle peut aller, jusqu'où elle s'autorise à aller. Ce que je peux dire, c'est que les entreprises sont rentrées dans des phases de sensibilisation et d'information certaines. Voilà, ça c'est une grande avancée. C'est ce que j'allais vous dire. C'est, pour terminer justement notre entretien, c'est de voir avec ce que vous faites avec Femmes avec, et de voir en même temps, ce que vous l'avez créé il y a 4 ans. Donc on était en plein MeToo, si je ne me trompe pas. Absolument. Mais oui, voilà. Ça a motivé d'ailleurs Non, ce n'était pas lié. D'accord. Non, c'est pas lié. Moi, j'ai toujours eu un intérêt sur quelles sont les préoccupations des femmes, comment est-ce qu'on peut aider les femmes à être libres, à être indépendantes. Parce que l'indépendance, c'est la première forme de la liberté quand même. Oui, tout à fait. Donc, si vous voulez, ça m'a toujours porté dans ma vie de femme, dans ma vie professionnelle, dans ma vie amicale. Cette notion de liberté, de décision, des choix de sa vie. De ses options de vie. Donc non, ce n'était pas lié à MeToo. J'ai évidemment été confrontée à ce phénomène MeToo que je trouve extrêmement libérateur et très intéressant, et fondamental même. Oui, donc votre entreprise, votre association a le même âge, donc du coup, et c'est vrai qu'il y a matière à penser et à être optimiste que les choses vont aller de mieux en mieux. Vous voyagez, vous vous promenez, vous voyez les femmes en France et ailleurs. Oui. Quel est votre regard sur notre situation femme française face à des femmes dans le monde ? Le monde ne va pas très bien pour les femmes. Je voulais être optimiste sur la fin, mais vous avez raison. Alors attendez, je vais juste... une femme sur 3 dans le monde est victime de violences. Oui. Et l'année dernière, 22 000 femmes se sont suicidées en Inde. C'est colossal. Bon, évidemment, à l'échelle de l'Inde, encore une fois, certains vous diront que c'est rien. Non, c'est pas rien. 22 000 femmes, c'est beaucoup. Donc, il y a des progrès à faire, bien sûr. Mais ce qui est positif, c'est cette prise de conscience sociétale, cette prise de conscience politique et la complémentarité que l'on doit et que l'on peut mettre en œuvre entre les hommes et les femmes pour faire avancer la société. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on a les cartes en main pour pouvoir progresser. Je pense que tous les curseurs peuvent s'aligner. En tout cas, si vous voulez, la prise de conscience existe et le chemin à faire est ouvert. Oui. Et je pense qu'on peut le faire. Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que l'évolution faisant, cette date du 8 mars, qui souvent est décriée parce qu'on se dit mais pourquoi on n'a qu'une seule date dans l'année, est vue autrement. Mais ça, c'est comme les féminicides. Pourquoi on parle de féminicide ? Toutes les dates que l'on aura, tous les éléments qui nous permettront d'avancer, tous les petits pas que l'on pourra faire pour changer les inégalités et pour remettre les curseurs au même niveau entre les hommes et les femmes sont des avancées. Et il faut se réjouir de cela. Et moi, j'ai tendance à dire que oui, les choses progressent. Bon, c'est parfait. C'est bien de terminer sur cette note positive, même si on a commencé par des chiffres, mais c'était important, je ne sais pas ce que vous en pensez, de commencer par des chiffres. Oui, parce que c'est un curseur. Voilà, ça pose les choses. Oui. Et je suis ravie de cet entretien. Merci pour votre témoignage, de le dire comme ça, de le dire facilement et de pouvoir apporter un rôle modèle, un exemple, enfin, en tout cas une envie d'être plus forte, quoi. Voilà. Merci à vous pour votre intérêt. Ah, merci. Dont on a grandement besoin. Merci beaucoup. Merci Muriel et à très vite.